Attention, please. Kick this shit. Salut les complotards, moi c'est Babar. Ouais. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les euros numériques, parce que on a eu quelques petites nouvelles de Christine Lagarde et il y a tout le monde un peu là qui est en train de s'enflammer et de dire un petit peu tout et n'importe quoi. Et donc c'est pour ça que je vais faire cette vidéo pour voir vraiment où est-ce qu'on en est sur cette affaire. Mais tout d'abord, si vous aimez mon travail, ce serait très gentil de faire le petit clic, le petit abonnement ou la petite cloche, voire même le commentaire, si vous voulez m'insulter. Et puis, je voudrais, comme d'habitude, remercier très grandement les gens qui me font des dons, parce que bon, des fois, je suis quand même assez surpris. Et puis... je voudrais aussi un petit peu revenir sur l'interview que j'ai faite sur How to Bitcoin. J'ai vu des commentaires pratiquement que positifs. J'ai vu aussi que en fait il y a quasiment que des pouces bleus et pas des pouces rouges. Il me semble qu'il n'y a même pas un je n'aime pas. Et donc, je voudrais remercier tous les gens pour votre gentillesse, pour ces commentaires qui m'ont fait plaisir. Et puis voilà, tout simplement. Donc, on est reparti aujourd'hui. Alors, j'ai pris Florian Philippot, mais c'est parce que voilà, c'était de tous ceux qui sont passés. Voilà, c'était celui-là qui m'a le plus, qui est le plus facilement retrouvable, j'ai envie de dire, vite fait sur Twitter sans me prendre la tête. Et donc ils sont tous là, oulala, Christine Lagarde, elle s'est habillée en orange comme le Bitcoin, et puis voilà, elle nous a dit que en octobre 2025, il y aurait le déploiement des euros numériques. Alors déjà, moi le premier truc qui m'étonne, et on le verra ça à peu près, c'est qu'on dirait qu'ils découvrent tous le white paper et la timeline de l'euro numérique, on dirait, voilà. Et en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais une information un petit peu objective sur quels sont les véritables faits et compagnie. Et d'ailleurs, justement, si vous voulez comprendre tout de cette vidéo, je vous invite à regarder principalement deux vidéos. En premier, c'est la vidéo où en fait je vous dis que les euros numériques seront en place à partir du 1er janvier 2025 et pas en octobre 2025. Et la deuxième vidéo, c'est celle que j'avais fait sur grosso modo tous les projets de monnaie numérique de banque centrale sur le moment. C'était une vidéo que j'avais fait quelque part en mai-juin, c'était juste après le rapport annuel de la BRI. Et donc pour résumer surtout sur les euros numériques un petit peu, justement la première vidéo dont je vous ai parlé où je disais que les euros numériques sortiraient le 1er janvier 2025, c'est parce que depuis 2017 on a les virements instantanés et que ces virements instantanés sont faits sur un système qu'on appelle TIPS, et TIPS c'est en monnaie numérique de banque centrale, et en fait TIPS est un système auxiliaire du système de paiement de la Banque Centrale Européenne qui s'appelle T2. Et donc, en fait, quand vous faites un virement standard, c'est les deux banques qui s'arrangent entre elles. Mais quand vous faites un virement instantané, en fait, votre banque n'est plus qu'un prestataire de service pour le système de la Banque Centrale. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous utilisez de la monnaie numérique de banque centrale qui normalement est réservée aux banques privées qui ont un compte à la banque centrale sans même le savoir. Donc depuis 2017 vous utilisez déjà des euros numériques sans même le savoir. Mais comme je vous ai dit, pour avoir toutes les précisions, parce que je peux pas à chaque fois refaire des vidéos où je réexplique entièrement tout ce que j'ai expliqué dans d'autres vidéos, sinon on n'a pas fini.
Et donc ce système TIPS, bah justement jusqu'à maintenant, vous aviez, comme je vous ai dit, le choix quand vous faisiez un virement entre le virement standard et le virement instantané. Sauf qu'en mars 2024, l'Union européenne a mis en place un décret, ou enfin en tout cas une loi ou un décret, je sais plus, qui dit que grosso modo, à partir du 1er janvier 2025, eh ben en fait, tous les organismes de crédit, c'est-à-dire les banques, devront proposer le virement instantané, et que ce virement instantané devra être au même prix que le virement standard. Donc, c'est une normalisation du virement instantané par rapport au virement standard. C'est la nouvelle norme. Et donc, justement, on avait vu par des déclarations de Fabio Panetta, par exemple, que justement, il n'y a pas besoin d'avoir une blockchain pour avoir déjà un euro numérique, que justement, ce qu'on utilise dans TIPS, c'est déjà de la monnaie numérique de banque centrale qui est sur un registre centralisé. Voilà un petit peu où on s'était un petit peu arrêté, et c'est très important de retenir ça, et j'ai envie de vous dire ce serait quand même très important d'aller voir ma vidéo sur le sujet pour comprendre tout ce qu'on va voir ensuite. Mais si on revient à cette histoire de oulala, ça sort en octobre 2025, souvenez-vous que l'an passé, on nous avait fait un petit peu le même coup. Ouh là là, à partir de l'automne 2024, les monnaies numériques de banque centrale, elles vont sortir. Enfin, les euros numériques vont sortir. D'ailleurs, juste un petit point, ce qui est marrant, c'est que voilà, encore une belle séance de panique organisée. L'euro numérique n'est ni une suppression du cash, ni un outil de contrôle total sur vos dépenses, blablabla. Et en fait, mais... lui, il n'a pas travaillé son sujet. On va dire que le problème, c'est que lui, il est trop... il fait trop dans le dramatique, et que lui, il fait tout le contraire, mais il n'y en a aucun des deux qui raconte vraiment la vérité. Et en fait, ce qui s'était passé... Non, c'est ici. C'est ici. L'an passé, c'est que justement, c'était pas, comme vous l'avez vu, il n'y a pas eu, les euros numériques ne sont pas sortis de manière officielle, même si, comme je l'ai dit, on l'utilise déjà depuis 2017 avec TIPS, mais c'était les travaux exploratoires sur justement les monnaies numériques de banque centrale. Et comme on avait vu, en fait, on a trois projets pilotes. Il y en a un, c'est en fait, ça s'appelle DL3S. D'ailleurs, c'est écrit ici. Qui est en fait de la Banque de France. On a Tips Hashlink de la Banque d'Italie, et on a Trigger Solutions de la Bundesbank. Et justement, moi, je vous avais beaucoup parlé de Tips Hashlink, parce que justement, Tips Hashlink, c'est vous prenez Tips et vous ajoutez une blockchain, et vous avez justement les euros numériques. C'est ce que je vous avais montré ici. Voilà. Donc en fait, c'est quelque part la solution la plus simple. Trigger Solution. En fait, comme on peut le voir, en fait, c'est un bridge, c'est un pont, en fait, entre justement T2, Target 2, T2, enfin maintenant ça s'appelle T2, ça s'appelle plus Target 2, bref. Et donc en fait ici vous avez écrit Trigger Solution, et ici justement vous avez le Market DLT, enfin DLT plateforme, blablabla. Bla, bla, bla. Et donc grosso modo, Trigger fait un pont entre la blockchain et Target, les euros numériques, et Target 2, enfin T2. Voilà, donc en fait, Tips Hashlink et Trigger Solutions sont assez proches. Par contre, le DL3S de la Banque de France reste quand même, pour moi, le projet le plus abouti, puisqu'en fait là c'est carrément toute une surcouche qu'on ajoute, comme on peut le voir justement. Donc ici vous avez T2, ici vous avez Banque de France DLT, et ici vous avez Market DLT. Donc en fait vous avez vraiment
une surcouche. Alors je sais ce que je vais ce que je vais dire, ça va froisser les bitcoiners, mais faudrait comparer ça au Lightning de Bitcoin. Alors c'est pas tout à fait pareil, mais c'est simplement dans le principe que vraiment on met une grosse surcouche sur le système T2, d'accord? Mais justement c'est un système qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus abouti que les deux autres à mon sens. D'ailleurs, dans le white paper là, ce qui est vraiment très intéressant sur DL3S et qu'il n'y a pas dans les deux autres où vous avez juste un screen, c'est que là vous avez vraiment tout, comment marche votre compte quand vous avez un compte DL3S à la Banque de France et un compte T2. Il y a vraiment tout qui est expliqué avec tous les screens. Vous pouvez vraiment vous imaginer à la place d'un banquier qui a un compte, qui a une banque, qui a sa banque à la Banque de France, qui a un compte à la Banque de France. Comment est-ce que ça marche vraiment quand vous êtes une entité bancaire et que vous avez un compte à la Banque de France et comment vous enregistrez tout ça? Moi, je vous invite vraiment à regarder ça plus en détail. C'est vraiment très intéressant. Mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui parce que sinon, ça prendrait des heures et des heures et des heures. Et donc, justement, là, on avait la Société Générale qui nous disait succès de l'expérimentation sur la monnaie numérique de Banque Centrale de Gros de l'Eurosystème avec la Société Générale. Et donc justement, il nous disait à la demande de la gestion au fil, blablabla, blablabla, la Société Générale. D'ailleurs, la Société Générale, comme on l'avait vu dans les autres vidéos, elle est toujours à la pointe dans tout ce qui est innovation et monnaie numérique de banque centrale. Ça, il faut quand même le dire. Et donc, projet piloté par la Banque de France et voilà concernant l'euro numérique. Et donc voilà, à savoir des cash tokens euro exploratoires pour le règlement de transactions financières portant sur des titres tokenisés, blablabla. Bla bla bla. Et donc justement, c'était juste pour montrer plus ça, le fait que justement, ici, comme ils vous montrent Target T2, là, ils vous montrent la Société Générale qui a son compte, etc. Et ils vous montrent justement comment fonctionne la surcouche, d'accord ? Alors justement, en parlant de DL3S, voilà, c'était ça. La Banque de France a réalisé 2 opérations avec Société Générale et BNP sur la blockchain, blablabla, 2 transactions sur des actifs tokenisés, blablabla. Et donc là aussi, grande première, la Caisse des dépôts émet 100 millions d'obligations digitales, digitali natives, blablabla. C'est pareil. Donc vous voyez que ça travaille quand même beaucoup. Et moi, ce que je vous avais dit, ce qui m'inquiétait beaucoup dans le projet de la Banque de France, c'est qu'on retrouve, comme c'est écrit ici, l'autorité monétaire de Hong Kong. Et comme j'ai dit dans l'interview de How to Bitcoin, et ben en fait l'autorité monétaire de Hong Kong, ils sont toujours dans les mauvais projets de la BRI concernant les monnaies numériques de banque centrale où vous avez un projet, il y en a un c'est Genesis, l'autre j'ai oublié le nom, et grosso modo il y a un projet où il vous explique que vous allez pouvoir émettre des obligations vertes si vous êtes une entreprise pour faire un crédit, et donc en fait une partie de ce crédit sera remboursée par du carbone numérisé. Grosso modo, ce que vous aurez économisé en carbone sera monétisé et c'est comme ça qu'on va vous faire baisser le prix du crédit, grosso modo. Et l'autre projet, je crois que c'était Dynamo, il s'appelait, grosso modo, ça s'attaquait aux PME, où justement, si les PME, elles avaient une mauvaise note, on va dire ESG ou écologique, qui sera mise en place par une IA, c'est une IA qui mettra la note aux PME. Et grosso modo, si la PME a une mauvaise note, eh ben, on lui bloquera tous ses moyens de paiement et on l'obligera à faire ce qu'il faut pour justement
qu'elle soit entre guillemets plus écologique. Et donc justement, si vous mélangez Genesis et Dynamo, bah, vous voyez bien qu'on va tordre le cou aux PME, qu'on va leur dire, bah tiens, fais une obligation verte, ça sera un crédit qui te coûtera beaucoup moins cher, et puis on va les dire, bah tiens, il faut que tu achètes ceci et cela pour améliorer ta note écologique. Et mais sauf que bah quelque part, comme j'avais dit dans How to Bitcoin, quelque part on retourne dans le communisme, parce que à mon avis on te dira faut acheter ce truc chez Intel pour améliorer ta note, et donc c'est quelque part de cette manière-là qu'on va essayer de diriger le marché mondial vers certains acteurs, si je puis dire, et dans un certain sens. En tout cas, on va essayer. Et donc, justement, c'est pour tout ça, vu que c'est tout le temps l'autorité monétaire de Hong Kong qui est dans les projets comme ça, moi je trouve pas ça très rassurant qu'il soit là avec justement la Banque de France. Et donc, dans mes vidéos sur les monnaies numériques de banque centrale, on avait aussi parlé de JP Morgan et de sa plateforme, enfin sa blockchain Onyx. Et donc bah là justement, il vous reparle de Onyx et il vous parle de Leonidas, qui est un projet lancé par des banques italiennes, blablabla. Bla bla bla. Mais vous voyez que vous avez toujours... enfin, JP Morgan, comme je vous avais dit, eux, ils sont toujours un petit peu en avance sur leur temps. C'est qu'ils sont toujours... c'est quand même une banque performante dans le sens où elle sait toujours vers où elle doit se diriger. Et bah, comme j'ai dit, vous avez l'autorité monétaire de Hong Kong, blablabla. Mais on en reste là, c'était juste pour vous préciser cela. Et donc, justement, ces travaux exploratoires de la BCE, avec le projet italien Tips Hashlink, le projet Trigger de la Bundesbank et le projet DL3S de la Banque de France, eh ben, ces travaux explorateurs se sont terminés justement en décembre. C'est pour ça qu'on a eu tout plein de news de la Société Générale, etc. Et donc là, on a un article de la Deutsche Bank, hein, donc c'est intéressant maintenant de savoir ce que nous disent les banques par rapport à tout ça, parce que c'est comme elles qui sont vraiment au front. Et justement, comme vous voyez, il date du 5 décembre 2024, donc il est tout récent. Et donc justement, on nous dit, dans un webinaire organisé par la Deutsche Bank Research, Jürgen Schaaf, conseiller pour les infrastructures de marché et les paiements à la BCE, parle des échéances, des objectifs et du rôle des banques dans le nouvel écosystème. Donc, comme ils disent toujours, c'est pas un remplacement de l'argent liquide, c'est un complément à celui-ci. Moi, je vous ai toujours dit que ça n'allait pas tout de suite remplacer le cash. Par contre, comme je vous l'ai dit, on risque d'avoir un taux de change entre le cash et les euros numériques en défaveur du cash. Donc voilà, il nous dit que c'est mieux pour les paiements de gros, hein, on va dire entre banques. Voilà, programmabilité décentralisée, blablabla, facilitation des heures de négociation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, réduction du risque de fraude, d'erreur, blablabla. Vous connaissez un petit peu les arguments qu'on vous a déjà sortis pour ça. Et il y a quand même un truc qui est intéressant, c'est qu'il nous parle le risque accéléré de panique bancaire en raison de la programmabilité et de la procyclicité structurelle. Donc c'est quand... par exemple, vous voyez, quand tout le monde panique sur Bitcoin, des fois il y a tout qui coule vite. Grosso modo, très schématiquement, c'est ça. Donc ils vous disent que l'euro numérique c'est s'adapter aux préférences de paiement, blablabla, parce que les gens ils utilisent de moins en moins d'espèces, blablabla. Mais ils nous disent quand même que néanmoins l'étude a également montré que la plupart des gens souhaitent toujours avoir la possibilité de payer en espèces. D'ailleurs justement, la BCE, normalement, il devrait aussi sortir des nouveaux billets, soi-disant plus écologiques. Un truc dans ce style-là. Donc, c'est que pour l'instant, ils veulent pas arrêter le cash s'ils comptent sortir des nouveaux billets.
Donc voilà pour les nouveaux billets de décembre 2021 à mars 2022, nous avons consulté des habitants de tous les pays de la zone euro afin de recueillir leurs idées sur des thèmes possibles pour les futurs billets. Et donc entre juillet et août 2023, nous avons mené une enquête en ligne afin de déterminer les préférences des Européens entre les 7 thèmes sélectionnés, blablabla. Donc vous voyez bien que on voit nous sortir des nouveaux billets, je crois en 2026, un truc comme ça. Voilà, le Conseil des gouverneurs devrait arrêter le choix des futurs graphismes en 2026. Donc voilà, on va nous faire des nouveaux billets plus écologiques. Donc c'est que le cash ne va pas s'arrêter tout de suite. Ça, il n'empêche qu'il y a toujours ce risque, comme je vous dis toujours, qui est un taux de change entre le cash et les euros numériques. Donc ensuite, ils vous disent, voilà, simplification, que voilà, proposer un moyen de paiement numérique émis par la BCE, blablabla, effectuer des paiements gratuits partout dans la zone euro. J'ai envie de te dire, qu'est-ce que ça change un peu de la carte bancaire et compagnie. Voilà. Après, si vous allez voir mes vidéos, vous allez parler des futurs modes de financement qui pourront vous créer. Là, quelque part, on vous met le doigt dans l'engrenage. Mais bref, on n'est pas là pour ça. Donc, la dernière motivation est quelque peu politique, l'autonomie stratégique de l'Europe. Et justement, s'ils essayent d'aller aussi vite, parce qu'en ce moment, ils essayent quand même d'aller très très vite, je pense que je suis même convaincu que c'est juste pour dire oh là là, non, on est l'Europe, on est trop fort. Et en fait, il se jette à corps perdu dans un truc qui, en premier lieu, va être totalement inutile. Et par ailleurs, est-ce que vous voyez leur soi-disant souveraineté européenne dans les semi-conducteurs ou des choses comme ça? Non, c'est oh là là, l'euro numérique, c'est juste de la com, c'est pour dire à quel point la BCE est forte et machin chose. Après, attention, quand vous voyez des projets comme DL3S de la Banque de France, vous avez quand même des sacrés génies pour créer tous ces systèmes de transactions. Alors, Schaff a expliqué que si l'euro numérique n'apportait pas nécessairement des fonctionnalités que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui, de nombreuses solutions existantes ou en cours de développement sont limitées à des juridictions dites spécifiques et non pas une portée pan-européenne. Et donc il nous dit, il a ajouté que le secteur privé avait eu l'occasion de résoudre ces problèmes au cours des dernières décennies, mais que les progrès dans ce domaine étaient limités, que ça avait souvent entraîné une fragmentation accrue. En fait, c'est toujours pareil, c'est comme quand on avait vu dans le rapport Noyer, en fait, c'est surtout qu'une fragmentation du marché, ça les arrange pas eux, parce qu'en fait, ça montre qu'ils ne contrôlent pas grand-chose. Donc, ils veulent éviter à tout prix la fragmentation pour essayer de contrôler le maximum de choses. Mais on avait bien vu que sur T2, des fois, vous avez des fois des dépositaires centraux qui font des transactions sur T2 pour d'autres dépositaires centraux, histoire qu'en fait, on ne sache pas trop ce qu'ils font. Donc voilà, on vous parle de blablabla, tout ça on s'en fout. On vous dit oui, ça peut marcher de manière online ou offline, blablabla. Mais bon, on voit quand même que vous aurez un portefeuille qui aura, comme là, il y a écrit physical card, smartphone, donc en fait, vous aurez quand même un truc qui surveillera tout votre compte et qui sera la BCE. Donc c'est quand même du traçage. Il faudra bien vous le mettre en tête qu'il y aura bien un traçage. Et donc, ils vous disent, voilà, l'euro numérique sera certes émis comme un engagement de la BCE, mais sa mise en œuvre ne sera pas assurée par la seule BCE. Les distributeurs sont principalement des prestataires de services de paiement, dont des banques. Ils se chargeront des échanges, des relations avec les clients et des services liés à l'euro numérique pour également vendre des solutions et des services nouveaux, plus l'euro numérique, blablabla. Donc, vous voyez bien que c'est comme avec Tips, tout le monde devient un prestataire de services de la BCE.
Et donc justement, comme ils nous disent, afin de limiter l'appétit pour l'euro numérique, oulala, on va tous sauter dessus, et d'éviter la désintermédiation des comptes bancaires qui pourraient conduire à des paniques bancaires, hein, c'est-à-dire grosso modo retirer tout son cash, blablabla, la BCE, enfin retirer tout son cash pour la mettre sur un compte d'euro numérique, la BCE a mis en place plusieurs mesures d'atténuation. La première comprend des limites de détention pour les utilisateurs finaux. Ouais, tiens, c'est ce que je vous dis depuis très longtemps, hein. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez conserver toutes vos liquidités sur votre compte bancaire et utiliser votre application de portefeuille numérique en euros pour le transfert. Et elle transformera ensuite la monnaie de banque commerciale en monnaie de banque centrale pour les destinataires. Mais est-ce qu'on va pas te faire payer le service de cette transformation? Tu vois, là tu pourras mettre un taux de change entre la monnaie commerciale et la monnaie banque centrale, hein. Pourquoi pas? Du côté des destinataires, le mécanisme en cascade empêche la détention d'euros numériques au-delà de la limite maximale de détention. Pour les commerçants et les entreprises, la limite de détention sera de 0 €, ce qui signifie que chaque euro reçu automatiquement débloqué sera automatiquement débloqué sur leur compte bancaire. Mais est-ce qu'on va pas leur facturer des frais? Enfin, la BCE n'a pas l'intention de payer des taux d'intérêt pour l'euro numérique car cela réduirait l'incitation à détenir de la monnaie au-delà de ce qui est jugé nécessaire. Mais si un jour on a de nouveau des taux négatifs, hein, sait-on jamais, eh ben, on avait bien la Banque de France qui nous a dit que dans ce cas-là, il faudrait que justement les comptes en euros numériques soient en... Comment il disait ça? Avec une rémunération négative. Et donc, enfin, il disait une rémunération appropriée, c'est-à-dire une rémunération négative, c'est-à-dire un taux négatif. Et donc après, on en revient à ce que je vous ai déjà dit avec l'étude du FMI qui disait oui, si on met des taux négatifs sur la monnaie numérique de banque centrale, eh bien, il faudra mettre un taux de change entre le cash et les monnaies numériques de banque centrale pour éviter que les gens retirent leur cash. Et donc, un taux de change en défaveur du cash, bien sûr. Et donc, ils vous disent que, justement, la Banque centrale se trouve dans une phase de préparation avec une phase potentielle de développement et de déploiement qui pourrait débuter en novembre 2025. Si et quand il y aura une émission d'un euro numérique, cela dépendra fortement des progrès technologiques que nous réalisons, mais aussi de la législation actuellement en discussion au Parlement européen et dans les États membres. Donc, Deutsche Bank Research s'attend à ce que l'euro numérique soit potentiellement disponible en 2028-2029. Donc en fait, ce qu'on vous explique très clairement, donc là on vous montre un petit peu la timeline, c'est que pour la Deutsche Bank, eh ben justement, donc là on était dans cette phase, donc oh tiens, préparation phase octobre 2025. Bah tiens, c'est bizarre, on retrouve de nouveau ce octobre 2025. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ils nous disent, voilà, il faut tout, grosso modo, tout finaliser, tous les aspects techniques. Et donc, justement, comme ils nous disent, mid-end June, voire juillet, je vous le dis, ils auront une publication, justement, sur la première phase de préparation. Et donc, la prochaine phase, ça serait à partir de 2025 où justement ils vont commencer vraiment à tout développer et aussi à mettre toute la législation en place. Parce que une fois qu'ils ont techniquement fini l'euro numérique, justement c'est ce qu'ils appellent, c'est le déploiement de tout ça, mais ça veut pas dire que le 1er novembre ça sort, c'est que comme il vous a dit, vous avez toute une législation et machin chose, donc vous voyez bien que la Deutsche Bank prend en compte cette timeline, et avec le octobre 2025 et tout ça, et vous dit que justement ils s'attendent à ce que l'euro numérique soit potentiellement disponible en 2028-2029. Et c'est la Deutsche Bank qui vous dit ça en décembre, il y a 3 mois. Alors,
Ça aussi, c'est marrant. En se concentrant sur le côté gros de l'équation, Schaff a observé que même si l'euro numérique continue de rencontrer une certaine résistance, le secteur financier fait fortement pression pour l'introduction d'une CBDC européenne de gros. Oui, mais alors, on parle d'une CBDC de gros, c'est-à-dire un truc interbancaire entre les banques où le citoyen n'a rien à voir. C'est simplement que bah, si les banques peuvent commencer à programmer des trucs, regardez JP Morgan, ils ont aussi fait une blockchain et tout, c'est parce qu'ils savent que la programmabilité de tout ça peut les aider. Et comme vous voyez, ils sont contre que l'euro numérique rencontre une certaine résistance. C'est que les banques veulent un truc pour eux, mais ils veulent pas un truc pour le petit peuple où justement eux ils n'auraient plus le monopole de créer de la monnaie avec la monnaie commerciale. Et donc voilà, cette évolution est due à la maturité de la technologie sous-jacente au cas d'utilisation qu'elle prend en charge. Par exemple, au cours des 5 dernières années, on a assisté à une augmentation du nombre d'émissions d'obligations de grande envergure utilisant la technologie des registres distribués, la DLT, en Europe. Et cette dynamique s'est encore accélérée en 2023 et 2024 lorsque l'Eurosystème a commencé ses travaux explorateurs dans ce domaine. Blablabla. Nous disons grand, les progrès technologiques dans le secteur privé nécessitent des mesures d'accompagnement de la banque centrale pour fournir de la monnaie centrale. Oui, donc là c'est toujours pareil. On voit bien qu'en fait finalement la BCE ne fait que suivre comme d'habitude. C'est ce qui est écrit là. Hein. Et justement la BCE est obligée quand même de faire un système de blockchain et compagnie. Bah pour qu'il y ait une interopérabilité entre tous les systèmes de monnaie commerciale basés sur la blockchain qui sont en train d'être créés par les banques privées. Ils sont obligés de se mettre à niveau. Et justement, si vous avez vu mon interview sur How to Bitcoin ou même les vidéos que j'avais fait sur Tom Benoît, je vous ai dit que Tom Benoît, il vous parle de plein de conneries avec son union des marchés de capitaux, mais il vous parle pas justement de tout ce qui concerne les systèmes de transaction et les euros numériques, alors que c'est ça quand même le plus important et quelque part le plus dangereux. Et il y a écrit comme l'illustrent les travaux menés autour du projet d'union des marchés de capitaux numériques. Bon, tiens, en outre, cela contribuera à préserver l'autonomie stratégique ouverte et à promouvoir le rôle international de l'euro. C'est quand même marrant. Pour l'instant, j'ai raison sur tout. Ça fait sacrément que j'ai raison sur tout. Et donc justement, il nous dit que de nouveau, voilà, il y a 3 solutions qui sont proposées pour l'instant, la Bundesbank, la Banca d'Italia et la Banque de France. Et donc voilà, ça nous intéresse beaucoup. C'est le résultat des travaux exploratoires finalement. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que la première est une solution de déclenchement développée par la Deutsche Bundesbank, dans laquelle la partie des actifs est sur la blockchain et la partie des espèces est représentée par un jeton sur la blockchain qui déclenche la manière établie dont les paiements de valeur élevée et les titres sont réglés sur T2. Donc c'est ce que je vous avais dit, c'est un bridge, c'est un pont. La deuxième solution, Tips Hashing de la Banca d'Italia, est similaire à la première solution, mais elle utilise une forme de l'infrastructure Tips qui est normalement utilisée pour le règlement rapide des paiements de détail au lieu de la plateforme de titre Target 2. Et la troisième solution est une interopérabilité des DLT complète par la Banque de France dans laquelle les deux volets actifs et espèces fonctionnent sur 2 blockchains interopérables. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de ce moment déclencheur et que vous économisez une couche technologique, blablabla. Et donc, alors que les tests se poursuivent, il a conclu que le jury n'a pas encore décidé laquelle de ces 2 solutions apparaîtra comme la meilleure. Donc là, après, ils nous font leur blabla sur ce qu'a fait la Deutsche Bank dans Trigger Solutions, on s'en fout. Mais donc, quelque part, on a 2 solutions. On a justement la solution de la Banque de France qui, justement, même Schaff, il est obligé d'avouer que c'est la solution la plus aboutie. Et puis, vous avez Trigger,
comme je l'ai dit, c'est un bridge. Et vous avez aussi la solution avec Tips Hashlink. Alors, de mon point de vue, la moins bonne des solutions, c'est la solution Trigger de la Bundesbank, qui est juste le bridge sur T2. Or, T2 ne fonctionne pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au contraire de Tips. Mais on a vu dans le rapport Noyer sur l'union des marchés de capitaux qu'ils voulaient transformer grosso modo T2 en Tips. Mais bref, c'est pas pour tout de suite. Mais les Allemands, ils ont fait quelque chose à l'allemande qui est pragmatique. L'avantage des Allemands, c'est qu'ils sont très puissants en Europe. C'est pour ça qu'à mon avis, ils se sont pas fait têche tout de suite. Les Italiens, ils l'ont fait un petit peu à l'italienne. Hein. Ils se sont dit, comment est-ce qu'on va faire un truc efficace tout en, tout en faisant la siesta. J'ai envie de te dire, sans se faire chier et un peu comme ça. Et donc, justement, ils reprennent Tips et ils mettent une blockchain, hein, grosso modo. Enfin, vous m'avez compris. Et donc, vu que Tips ça marche très bien pour les paiements instantanés et qu'il y a eu pas mal de tests qui ont été faits et ça marchait très très bien cette solution. C'est une solution qui est simple et efficace avec tout qui est déjà mis en place. Pour moi, s'il faut aller vite, c'est la meilleure solution pour aller très vite et pour pas se faire chier. C'est pour ça qu'à mon avis, ils sont pas fait têche parce que elle est plutôt maligne la solution. Et puis vous avez les Français qui comme d'habitude veulent faire leur propre système, un peu comme on fait un peu à l'ancienne de la France, hein, et qui nous a fait un truc vachement abouti, hein, comme on peut le voir, mais qui nécessitera beaucoup plus d'efforts, si je puis dire, de la BCE. Et si j'étais la BCE, hein, je prendrais l'option Banque de France. Si je veux voir à long terme et compagnie. Si je veux aller très vite et ne pas me faire chier, je prends la solution de la Banque d'Italie. Et en fait, la solution de la Bundesbank, en fait, je te dirais que s'il n'a pas été têche, c'est juste parce que les Allemands sont très puissants. Mais voilà ce que nous dit la Deutsche Bank. Et on va finir par cet article de ING, hein, qui justement, il est plus récent, hein, 10 février 2025, et qui est peut-être un peu plus complet. C'est quand même l'article le plus intéressant entre la Bundesbank et celui-là. Donc non, toujours ils nous disent blablabla, on paye de moins en moins en espèces, blablabla. Mais bon, j'ai envie de te dire, comme tu vois, le cash est toujours utilisé à 52% dans l'Union Européenne. Donc ils vont pas retirer le cash. Hein. Et si on regarde ce qui se développe le plus, hein, alors d'un côté on pourrait dire les mobile apps ça fait x2. Maintenant la plupart des applications mobiles, en fait c'est que vous avez simplement votre carte bancaire qui est inscrite dedans. Et donc quelque part j'ai plus envie de dire que c'est plus la carte bancaire qui reprend des parts de marché face au cash, surtout avec le sans contact, c'est rapide et tout ça. Donc c'est toujours pareil. En premier lieu, avant qu'ils nous sortent toute l'histoire de tokenisation et les financements qu'ils vont pouvoir nous faire avec ces euros numériques, mais bien plus tard, en premier lieu, à quoi va servir les euros numériques, hein. Les gens ils vont continuer à payer avec leur carte et avec leur téléphone et puis basta. Hein. Ce qui est marrant, hein, c'est que des pays comme le Luxembourg et l'Irlande sont les pays où la baisse générale de l'utilisation du cash est la moins forte. Hein. Et là on voit quand même un truc intéressant, c'est que le paiement instantané il était
pas du tout utiliser 2019-2022, mais 2024, parce que, comme j'ai dit, là, 1er janvier 2025, en fait, tout le monde utilise, tout le monde utilise le virement instantané, et donc, forcément, il y a eu pas mal d'efforts qui ont déjà été faits en amont. Et donc ça fait, vous allez aussi voir, ça c'est très intéressant. La diminution de l'utilisation des espèces dans l'économie suscite des inquiétudes chez les régulateurs nationaux. On peut se dire, pourquoi les paiements numériques en ligne ou en personne ne sont actuellement possibles que grâce à l'utilisation de monnaie privée. Tiens, vous voyez, pour ceux qui ont suivi mon interview sur How to Bitcoin, c'est complètement ce que je vous ai dit. C'est même pire que ce que je vous ai dit. Créé par les banques commerciales et autres prestataires de services de paiement. Étant donné que la forme actuelle de la monnaie de banque centrale, billets et pièces, on parle de monnaie de banque centrale dans l'économie réelle, ne peut pas être utilisée dans les paiements numériques, elle réduit automatiquement l'utilisation des monnaies de banque centrale. Et donc justement c'est toujours pareil, c'est que c'est une histoire de crédibilité, parce que quand les gens utilisent des monnaies privées, de la monnaie commerciale au lieu des pièces et des billets qui est la monnaie banque centrale entre guillemets, enfin c'est la monnaie banque centrale mais c'est pas la même que dans les réserves bancaires, ça fait perdre de la crédibilité à la banque centrale. Et c'est ce que je vous ai dit, la baisse simultanée de l'utilisation des espèces dans le monde et la forte augmentation des systèmes de paiement numérique soulèvent des questions sur la fonction de la monnaie de banque centrale en tant qu'encre monétaire. Actuellement, la confiance des citoyens de la zone euro dans la monnaie privée provient de sa convertibilité à parité avec la monnaie de banque centrale qui est la seule dont la valeur nominale est intrinsèquement garantie. C'est toujours pareil, vous voyez, c'est que de la crédibilité. Sans convertibilité à parité, les tensions sur le système financier pourraient déclencher une perte de confiance dans les monnaies numériques et à terme également dans les banques centrales. C'est quand même marrant, tout ce que je vous dis, c'est quand même dingue. C'est ING, c'est quand même pas n'importe qui, c'est une banque qui vous dit ce que moi je vous ai toujours dit. S'éloigner de l'économie à deux niveaux établis, la première couche composée de monnaie des banques centrales et la seconde de monnaie privée, pourrait également entraîner un déclin du mécanisme de transmission des banques centrales et de leur capacité à favoriser la stabilité financière. C'est parfaitement tout ce que je vous ai toujours dit. Dans ce contexte, les régulateurs du monde entier ont exploré de nouvelles façons de protéger le rôle de leur monnaie de banque centrale, notamment par la création de monnaies numériques de banque centrale. Vous voyez que c'est juste pour dire nous on est les plus forts, moi je suis la banque centrale. Mais moi je vous avais déjà dit, mis à part le fait qu'une banque centrale ne peut pas faire faillite, tout ce que fait une banque centrale, une banque privée peut le faire. C'est la seule différence. C'est que la banque centrale a solvabilité illimitée. Donc là, ils vous disent que grosso modo, que ton argent à ta banque, il n'est pas garanti si ta banque elle fait faillite, que tu es exposé à un risque, alors que si tu as un euro numérique, vu que la banque centrale ne peut pas couler, t'as pas de risque de perdre ton argent. Regardez, c'est quand même dingue. C'est exactement ce que je vous ai dit de tips. Encore une fois, je l'avais déjà sorti de Fabio Panetta qui était Monsieur Euro numérique, mais pareil, ING, une monnaie numérique de banque centrale diffère des cryptoactifs et des stablecoins à bien des égards. Tout d'abord, la plupart des projets de monnaie numérique visent à concevoir une monnaie neutre sur le plan technologique. Cela signifie qu'elle peut, mais pas nécessairement, utiliser la DLT, c'est-à-dire la blockchain ou c'est con parce que la DLT, la blockchain, c'est la même chose. Donc, cela contraste avec les cryptoactifs qui utilisent systématiquement la DLT pour être transférés, stockés et échangés. Donc, tips, c'est bien une monnaie numérique de banque centrale. Donc, je vous ai toujours dit, ça fait maintenant des années que je vous dis
que vous utilisez déjà des euros numériques depuis 2017 sans même le savoir. Je suis absolument le seul qui a dit ça. Et vous voyez que tout me donne raison, absolument tout me donne raison. Hein. Et donc ils disent les stablecoins utilisent également toujours la DLT, mais visent à ancrer leur valeur dans un actif plus fiable comme les devises, les matières premières, etc. Cela contraste avec l'ancrage de la CBDC qui découle directement de son émission en tant qu'engagement de la Banque centrale. Les risques associés aux monnaies de banque centrale sont donc plus limités que pour les stablecoins ou les cryptoactifs qui présentent des risques de crédit et de liquidité. Donc, comme vous le voyez, je vous avais bien dit que TIPS c'était déjà de la monnaie numérique de banque centrale. Et donc toujours, réinventer la demande directe d'argent liquide de manière numérique pourrait permettre aux banques centrales de garantir la préservation de leur ancrage monétaire dans l'économie. C'est toujours pas, c'est juste leur crédibilité parce que leur seul pouvoir, comme je l'ai dit, est psychologique. D'autres motivations telles que l'augmentation de l'inclusion financière. Souvenez-vous que je vous ai dit qu'ils nous disent qu'ils vont utiliser une intelligence artificielle pour regarder nos résultats scolaires afin de savoir si on peut nous accorder un crédit ou non. Et que donc ton crédit ne sera plus calculé par rapport à ta solvabilité, mais au fait que tu sois un bon citoyen ou non. Qu'après, ils nous font une blabla, comme quoi, voilà, tout le monde veut de la monnaie numérique de banque centrale dans le monde, blablabla, l'intérêt. Et donc, voilà, donc, rappelez-vous, ça date il y a un mois, cet article. En 2023, l'UE est entrée dans la deuxième phase de la conception de l'euro numérique, la phase de préparation. Avant la fin de 2025, la BCE doit finaliser la conception de la monnaie. Cela comprend le règlement de l'euro numérique, la définition des limites juridiques dans lesquelles la nouvelle monnaie existera, et la sélection des fournisseurs de la plateforme et de l'infrastructure. En outre, des tests sont menés pour garantir l'adéquation du projet aux réglementations européennes et aux besoins des utilisateurs. Blablabla. Et donc, oh mon dieu, c'est marrant. Governing Council Decision on the next phase October 2025. Donc on nous dit pas qu'on aura déjà des euros numériques en 2025. On nous dit tout simplement que ils vont prendre une décision à partir de 2025 sur la prochaine phase du projet. Donc on en revient aussi à Deutsche Bank qui disait peut-être qu'on les aura à partir de 2028-2029. C'est quand même bizarre, ça fait deux banques qui nous disent à peu près la même chose. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Et après, c'est ça aussi, en plus de mettre en place un nouveau type de monnaie centrale sûre, la BCE a également clairement indiqué qu'elle constituait un moyen de réduire la dépendance de l'Europe au système de cartes internationaux et de renforcer le rôle international de l'euro ainsi que l'autonomie stratégique ouverte de l'Europe. C'est ce que je vous ai dit, tout ça c'est là comme c'est juste pour dire ah nous les Européens on est trop forts, c'est pour ça qu'ils vont à fond là-dedans, c'est juste pour essayer que la Banque Centrale Européenne soit vue comme quelque chose d'ultra crédible et qu'on est super fort. Nous les Européens, on a créé l'euro numérique. Et donc là, ils nous disent quand même un truc, voilà, un euro numérique disponible en ligne et hors ligne. Je vais quand même le lire parce que ça va vous permettre de comprendre quand même comment ça va un petit peu marcher, même si bon, on verra après. Donc, le régulateur européen a présenté plusieurs hypothèses de travail pour sa CBDC. Les points les plus importants sont la conception d'une monnaie numérique disponible à la fois en ligne et hors ligne, ainsi que sa distribution via des fournisseurs de systèmes de paiement externes. La question de la confidentialité et de la sécurité est également cruciale pour le succès de la monnaie numérique. Par conséquent, pour reproduire la confidentialité de l'argent liquide que l'argent liquide représente pour les consommateurs, l'UE prévoit également de limiter les données partagées lors des paiements en ligne. Des informations personnelles équivalentes à celles utilisées avec d'autres moyens numériques seraient collectées. Lors d'une utilisation hors ligne, seules les données équivalentes à un retrait d'espèces seraient visibles. Est-ce que vous y croyez vraiment ? Non.
La BCE promet de trouver un équilibre entre le respect de la vie privée et la prévention de la fraude et du financement du terrorisme. Oui, mais c'est ce que je vous dis. C'est qu'ils vous disent oui, ils vont mettre un petit astérix et ils vont dire oui, voilà qu'il y aurait des trucs qui seraient pas collectés. En fait, ça va être collecté, c'est juste que ça pourra pas être utilisé contre vous, sauf en prévention de la fraude et du financement du terrorisme. Et donc ils disent que voilà, mais néanmoins, il n'est pas sans risque pour le système bancaire et la stabilité financière au sens large. Dans cette section, justement, ils vont nous expliquer pourquoi ça peut être dangereux pour le secteur bancaire, ces euros numériques. Et donc, risque de fuite des dépôts, même si ce phénomène n'a pas été observé avec les 3 CBDC existantes, du Nigérien là et compagnie là, vous m'avez compris. Ben voilà, vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas sur des pays occidentaux. Une monnaie numérique de banque centrale pourrait attirer des déposants en masse. Cela est particulièrement vrai en période d'incertitude. Et ça, c'est plutôt juste. Les gens, ils se disent, ah bah tiens, si j'ai peur que les banques, elles coulent, on est en récession, pourquoi j'irais pas mettre mes euros numériques à la banque centrale enfin voilà, je mets tout mon argent à la banque centrale vu qu'elle peut pas faire faillite. Car elle représente une monnaie presque sans risque grâce à son lien direct avec la banque centrale. Une sortie importante et soudaine de dépôt du secteur bancaire vers des comptes personnels des CBDC aurait un impact négatif important sur le secteur bancaire de l'UE. Premièrement, cela impliquerait une baisse des niveaux de liquidité des établissements de crédit, ce qui compliquerait la tâche des banques pour répondre à leurs besoins de liquidité. Ouais. Oh, ça va vider le. C'est ce que je vous ai toujours dit, hein. Si vous retirez votre argent des banques, elles sont comme des connes. Cela impliquerait également une augmentation générale des risques de liquidité dans le secteur. En outre, l'impact d'une sortie massive des dépôts pourrait également se répercuter sur l'économie réelle en raison de la capacité de prêt limité des banques. Si tu touches la solvabilité des banques, elles vont plus pouvoir prêter d'argent. Globalement, une sortie des dépôts pourrait réduire les niveaux de liquidité des banques, leur rentabilité et en fin de compte leur résilience. Compte tenu de l'ampleur potentiellement grave de ces conséquences négatives, le régulateur européen souligne sa volonté de mettre en œuvre des mesures de protection adéquates. La BCE propose donc la mise en place de limites de détention d'euros numériques. Ces contraintes seraient fixées pour limiter les détentions individuelles et empêcher les citoyens européens d'utiliser l'euro numérique comme réserve de valeur. Les régulateurs européens ont exploré plusieurs niveaux de limites de détention allant de 1000 à 5000 euros. On rappelle que les banques aimeraient bien une limite de détention de 500 euros, comme on avait vu dans les autres vidéos. Et on a souvent l'Union Européenne qui voulait mettre 3000 euros. Donc si les banques veulent que 500 euros, c'est même en dessous de leurs 1000 euros. Donc vous voyez bien que les banques n'en veulent pas. Grâce à un modèle d'optimisation du bilan, ils ont analysé l'effet d'une sortie de dépôt sur les banques dans le cadre de chacune de ces limites de détention individuelle. Le modèle a prévu comment les établissements de crédit géraient la sortie des dépôts au jour le jour, tout en minimisant le coût de financement et en gérant le risque de liquidité. Selon les estimations, avec la limite la plus souple fixée à 5000 euros, les sorties de dépôt à vue des ménages pourrait atteindre un maximum de 12%. Avec une limite de détention de 3000 euros, les banques européennes verraient leur sortie ne pas dépasser 9000 euros. Au stade actuel du projet, le régulateur envisage d'imposer une limite de 3000 euros. C'est quand même marrant, hein. Tout ce que je vous dis depuis des années, c'est marrant, hein. Tout ce que je vous ai toujours dit, les banques vous le disent aussi. Et donc c'est là où ça va être très 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 important.
En utilisant les données du deuxième trimestre 2023 et selon les différents scénarios de limite de détention, la Banque centrale conclut que l'impact sur le risque de liquidité et les structures de financement serait contenu. Seule une sortie de plus de 15% rendrait les banques européennes dépendantes du financement de la Banque centrale. Dans tous les autres cas, les fonds propres et le marché interbancaire suffiraient à couvrir le changement. Et pourquoi ce 15%? Eh ben, souvenez-vous de ma vidéo où je vous parlais des fonds propres des banques, où les banques, elles disent qu'elles ont entre 13 et 15%, des fois 16% de fonds propres. On avait vu genre que la BNP a à peu près 14% de fonds propres. Et justement, c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, voilà, dans tous les autres cas, les fonds propres des banques et le marché interbancaire suffiraient à couvrir ce changement. Bon, enfin, si la banque n'a plus de fonds propres, elle est morte. Hein. C'est juste pour dire, hein, parce que souvenez-vous déjà que si la banque tombe à 5,125% de fonds propres, les obligations AT1 seraient déclenchées, c'est-à-dire que les obligations AT1, c'est des obligations qu'une banque émet pour recevoir de l'argent qu'elle va mettre dans ses fonds propres. Et donc si la banque passe sous les 5,125% de fonds propres, l'argent de ces obligations AT1 va aller aux créanciers plutôt qu'aux investisseurs. C'est pour ça que souvent vous avez des taux de 8-10% sur ces obligations AT1. Et donc elles sont très rentables d'un côté, mais de l'autre elles sont aussi très risquées si la banque coule. Et donc souvenez-vous de tout ce que je vous ai dit sur les fonds propres des banques, c'est que les fonds propres des banques, c'est des fonds propres c'est des fonds propres sur la pondération sur des actifs pondérés. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, vous avez une pondération des actifs. C'est-à-dire que, par exemple, une obligation d'une banque qui est notée AAA, sa pondération est de 20%. Donc, si par exemple, on va dire, la BNP a une obligation je sais pas si le Crédit Mutuel est AAA, mais on va dire le Crédit Mutuel est AAA. Si la BNP a une obligation de 100 euros du Crédit Mutuel et que le Crédit Mutuel est noté AAA, on va prendre ces 100 euros d'obligation, on va les multiplier par 20%, donc ce qui fait 20 euros, et sur ces 20 euros, il faudra, je schématise très, très vite, il faudra grosso modo 10% de fonds propres, c'est-à-dire 2 euros. Donc on aura 2 euros pour garantir 20 euros d'actifs pondérés, mais l'actif au total il vaut 100 euros. Donc en fait c'est pour ça que je vous ai déjà démontré que genre la BNP elle a entre 3 et 5% de fonds propres réellement, elle en a pas 14. Donc quand il vous parle de 15% de sortie, moi je vous ai toujours dit, il suffirait qu'il y ait que 5-10%, que les gens sortent un peu simplement 5-10% de l'argent qui est sur leur compte en cash pour tordre le cou des banques et donc tordre le cou des politiques. Regardez, j'ai encore raison, Babar a encore raison, c'est ING qui vous le dit. Donc si vous sortez de toute façon 15%, vous êtes sûr que vous tordez complètement le cou aux banques, mais le 15%, forcément, ils vont vous prendre le chiffre le plus haut possible pour vous rassurer. C'est comme je vous dis, c'est toujours une histoire de crédibilité. Mais si déjà vous sortez 5-10%, je vous dis qu'elles sont extrêmement mal, les banques. Donc, comme je vous ai toujours dit, pour les gilets jaunes et tous ceux qui on va aller à Paris, on va aller chercher Macron et puis on va se faire taper dessus par les CRS, ça ne sert à rien. Vous allez au distributeur, vous retirez 10% de votre argent que vous ne remettez pas dans l'économie. Parce que si vous le remettez dans l'économie, ça sert à rien. Faut le retirer pour pas le remettre, d'accord? C'est des économies, donc vous les gardez chez vous ou dans un coffre ou là où vous voulez. Vous pouvez même vous amuser à retirer cet argent si vraiment vous êtes riche, parce que si vous avez 50 euros sur votre compte, faites pas ça. Si vous avez beaucoup d'argent et que vous êtes un petit peu mesquin, vous pouvez retirer
genre 10-15% de vos économies et les foutre dans un coffre à la banque. Ça serait quand même drôle. Vous tuez la banque et dans le même temps, vous lui dites de protéger votre épargne dans les coffres. Sachant que ce qui est dans le coffre d'une banque, la banque ne peut pas vous le prendre. Cela étant dit, les indicateurs de liquidité du secteur devraient diminuer une fois que les citoyens auront adopté l'euro numérique. Cependant, les résultats du modèle de la BCE montrent qu'il resterait bien au-dessus du seuil minimum réglementaire. Donc, bah oui, puisqu'il prévoit que si la limite de détention elle est de 1000 euros, non 3000 euros, eh ben les sorties seraient de 9%. Sauf qu'ils nous disent qu'à 15%, ils sont dans le caca. Donc, c'est pour ça que le secteur bancaire, ils ont pas envie, comme je vous ai dit, ils veulent pas plus. C'est pas pour rien qu'ils veulent pas plus que 500 euros. Parce que comme ça, en fait, pourquoi 500 euros? Parce que regardez, à 5000 euros, vous êtes à 12%, à 3000 euros, vous êtes à 9%. Donc, si on extrapolait, on pourrait dire qu'à 1000 euros, on est à 6%. Et donc, à 500 euros, on serait à combien? Eh ben, à 500 euros, on serait à 3-4%. Ah bah tiens, c'est bizarre, comme les vrais fonds propres de la BNP. Vous voyez, tout ce que je vous dis tient complètement. Depuis tout ce que vous pouvez entendre sur les marques Touati, ceci, cela, ils vous ont jamais expliqué tout ça, ils vous racontent de la merde. Moi, vous voyez, les banques confirment ce que je vous dis. Et ils le confirment après que moi je vous l'ai dit. Ça, c'est encore plus important. Alors ça me fait rire aussi. Ils vous disent que voilà, le ratio de couverture, blablabla, même dans le cas extrême d'une sortie de 40%, les banques seraient en mesure de respecter le seuil réglementaire, blablabla. C'est-à-dire que grosso modo, avec tous les actifs HQLA, elle pourrait avoir des liquidités de la banque centrale, blablabla. Ils vous font du blabla. Tout ça, c'est du blabla pour rassurer. Et donc, souvenez-vous, là, j'ai plus là, vite fait, j'ai pas envie de chercher le lien que je vous ai mis dans la vidéo sur les fonds propres des banques et aussi pourquoi Macron allait faire de l'austérité. Mais quand la BCE a fait un crash test, eh ben, on avait bien justement la banque postale qui était tombée à un ratio de 0,05%. Et encore dans le scénario de la BCE, il n'y avait pas de bank run où les gens sortent leur argent des banques. La Société Générale est tombée à 8,19, le BNP Paribas à 8,35. Il y avait que le Crédit Mutuel qui était resté à 11,43, qui était le bon élève, j'ai envie de te dire. Et pour autant, la Banque Postale juge toujours son profil de risque robuste. Ça aussi, on l'avait aussi vu. C'était assez drôle, mais bref. Mais donc, comme je vous l'ai dit, comme ils vous ont dit là, une sortie de plus de 15% rendrait les banques européennes dépendantes du financement de la Banque centrale, en vidant totalement leur bilan pour avoir des liquidités, en fait. C'est ça. Mais comme vous le voyez, même dans un crash test de la BCE où il n'y a pas de bank run, eh ben, on a la Banque Postale qui était tombée à 0,05% et les autres ils étaient tous tombés en dessous de 10%. Donc ça vous montre bien que tout ça c'est des modèles de merde qui veulent rien dire. Dès qu'il y a un crash, ils sont morts. Et alors c'est quoi leur source? Leur source c'est toujours BCE, ING. C'est toujours pareil, il faut avoir de la crédibilité. Et donc là, ils vous disent qu'ils sont un petit peu comme des cons parce que justement, si la limite de détention est trop haute, ça va pas faire du bien aux banques. Et si elle est trop stricte, eh ben les citoyens ne l'utiliseront pas. Et donc ils disent pour limiter l'impact de la limite de retenue sur la fonctionnalité de paiement, la Commission propose également la mise en œuvre de différents mécanismes tels que les fonctions en cascade et en cascade inversée. Le mécanisme en cascade impliquerait que lorsqu'un bénéficiaire reçoit un paiement numérique entraînant un solde total supérieur à la limite de retenue, le montant excédentaire serait automatiquement versé sur le compte de paiement privé de l'utilisateur.
Grosso modo, si vous dépassez 3000 euros numériques, le surplus va sur votre compte courant. C'est un peu ce que la Banque d'Angleterre parlait aussi. Le mécanisme en cascade inversée permet simplement de modifier ce mécanisme en permettant un virement automatique depuis un compte de paiement privé pour régler un paiement en euros numériques qui dépasse la limite de retenue. Mais c'est toujours pareil dans ces deux cas. Eh ben, vous avez la possibilité de mettre une taxe, un pourcentage, un taux de change entre le cash ou la monnaie privée et les euros numériques. Et donc ils nous disent, malgré l'engagement de l'Europe à établir et tester ces garde-fous, les inquiétudes subsistent pour le secteur financier. En effet, même si la BCE indique que, selon plusieurs scénarios de limite de détention, l'impact sur les sorties des dépôts des banques serait contenu ainsi que sur les risques de liquidité et la structure de financement, les impacts pourraient varier d'une banque à l'autre. Ces différences sont encore complexes à estimer, mais pourraient provenir de la diversité de la clientèle, blablabla. Donc en fait, c'est toujours pareil, j'ai envie de vous dire... En fait, tous ces modèles, c'est des modèles de merde où en fait, à la fin, on n'en sait rien. Et regardez, à chaque fois qu'il y a une crise, les banques centrales ne voient jamais venir. Ils ont tout plein de modèles. Ils vous disent on appuie sur des boutons, on tire sur des manettes et on contrôle tout. Et dès qu'il y a une crise, ils ne contrôlent plus rien. Donc en fait, tous ces trucs-là, il ne faut absolument pas leur faire confiance. Les banques centrales n'ont aucune crédibilité sur les crises bancaires. Je veux dire, souvenez-vous que je vous ai dit que quand les banques américaines ont commencé à couler en mars 2023, le taux d'intérêt de la Fed c'était 4,65% et vous avez des bons au trésor américain qui sont tombés à 0%. Donc quelle est la crédibilité des banques centrales en cas de crise? C'est zéro. Donc qui contrôlerait la limite de détention? Et donc ils vous disent un groupe d'États membres dont l'Allemagne, la France et les Pays-Bas plaident actuellement en faveur d'un contrôle national. Sans ce pouvoir, ils estiment que leur pouvoir de décision serait limité. En outre, certains ont fait part de leur inquiétude quant à la menace que ces limites pourraient représenter pour la liberté financière des citoyens. L'association des banques allemandes propose même de laisser aux banques le soin de fixer elles-mêmes les limites. L'argument principal est que les banques, elles fixent déjà des limites sur les comptes courants et sont conscients des besoins et du profil du risque de leurs clients. Malgré ces discussions, la proposition actuelle d'euro numérique fait de la BCE la seule gestionnaire de ces limites et les considère comme faisant partie intégrante des responsabilités de surveillance des régulateurs. Et donc, un d'autres ont proposé un compromis potentiel dans lequel les législateurs nationaux fixeraient les paramètres des limites tout en laissant à la BCE le rôle d'opérateur et de décideur. Ouais, ça veut rien dire du tout. Cependant, il n'est pas encore certain que la BCE concède un certain pouvoir sur ce point crucial du projet. Et donc à ce stade, aucune modification officielle du projet n'a été introduite. Par conséquent, il est probable que le contrôle de la limite de détention reste entre les mains de la seule BCE. Donc déjà là, ça vous montre aussi que vous n'avez plus aucune souveraineté. C'est vraiment la technocratie européenne qui a tout dans les mains. Et donc après, coût de mise en œuvre, ça aussi c'est important. Hein. Donc ils vous disent, si la commission estime que la majeure partie des coûts de mise en œuvre incombera à la BCE, les commerçants et les prestataires de services de paiement, ainsi que certaines associations bancaires, s'attendent à ce qu'une part importante des coûts soit supportée par les banques elles-mêmes. En effet, le projet politique prévoit de distribuer l'euro numérique par l'intermédiaire de PSP existants, des banques, grosso modo. Toutefois, ceux-ci ne seront pas autorisés à facturer des frais aux clients pour les services de base de l'euro numérique. Par conséquent, la proposition prévoit la possibilité pour les PSP de facturer des frais inter-PSP en compensation des coûts de distribution. Mais au final, parce que des frais inter-PSP, ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, ils vont te... Parce que là, des frais inter-PSP, j'ai envie de te dire, c'est comme facturer la transaction entre le Crédit Mutuel et la BNP. Est-ce qu'ils vont se facturer entre eux parce que c'est toujours pareil, c'est quoi les services de base de l'euro numérique? C'est simplement de payer. Mais quand
tu dépasses ces 3000 euros de détention d'euros numériques et que ça part sur ton compte courant, est-ce qu'on va pas te le facturer? Ou dans l'inverse, tu vois ce que je veux dire? À chaque fois qu'il y a un change entre des euros normaux ou des euros de monnaie privée, de monnaie commerciale, du cash ou des euros numériques, est-ce que finalement va pas y avoir un taux de change? Et même si à la limite c'est gratuit, ça sera jamais gratuit parce que si les banques ont des frais, eh ben elles vous le feront payer autrement. Au final, c'est quand même vous qui allez payer. Et ça, on ne veut pas vous le dire. Les banques européennes étant appelées à proposer l'euro numérique à leur clientèle, elles pourraient également être confrontées à des coûts de déploiement des plateformes nécessaires ou à des frais liés au recours des services externes. Pour ce faire, les associations bancaires considèrent ces coûts comme disproportionnés. Elles craignent également que cela ne bloque les ressources des banques et ne réduise leur avantage concurrentiel dans le développement d'autres services de paiement. Cela étant dit, la BCE souhaite limiter les frais en fonction des coûts de mise en œuvre. Cela pourrait limiter l'impact que ces frais pourraient avoir sur les PSP et la rentabilité du secteur financier européen. Qu'on voit bien que grosso modo la BCE elle sort son truc, elle dit bah c'est parce que on voit bien que c'est un coup de force de la BCE face au secteur bancaire privé pour montrer toute sa crédibilité. Moi je suis fort, moi je suis la BCE, et en fait bah elle fait prendre des risques aux banques qui, si jamais il y a trop de, comme ils vous disent, au bout de 15%, ça commence à aller très très mal. Alors, la BCE vous met, non, on peut aller jusqu'à 30-40%. Mais bon, comme je l'ai dit, souvenez-vous des crash tests de la BCE. Donc, moi, je vous dis rien que 10%, ça ferait ultra mal aux banques. Ça en ferait même couler certaines. Souvenez-vous de Silicon Valley Bank. Souvenez-vous de Silicon Valley Bank. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Vous voulez un cas pratique, vous avez Silicon Valley Bank. Deuxième truc, ils disent oh bah tiens, on va faire payer tous les coûts de mise en œuvre aux banques. Et donc en fait, vous allez vous retrouver avec vos, donc vous aurez des euros numériques. Qui c'est qui a envie d'en avoir? J'ai envie de te dire, ça sert à rien pour l'instant. C'est juste pour mettre le doigt dans le grenage, mais moi je pense que ça va être un gros bide au début. Comme c'est un gros bide partout, on avait vu dans, je sais plus dans laquelle de mes vidéos, mais on avait vu que la Chine distribuait des yuans numériques et que personne n'en voulait. Et on voit bien que tout ça va avoir un impact sur les banques. Votre banque va être moins solvable, donc elle va donner moins de crédit. Ça va affecter aussi sa rentabilité. Donc les frais bancaires vont forcément augmenter. Tout ça pour cette connerie d'euro numérique. Ce que j'aime bien, c'est toujours ça. En outre, un euro numérique accessible à tous les citoyens européens pourrait favoriser l'inclusion financière. Mais comme je l'ai dit, la seule fois où j'ai vu ce nom inclusion financière, c'était dans le rapport annuel de la BRI qui nous disait oh bah tiens, on va utiliser d'autres données plus que la solvabilité du client, on va même utiliser ses résultats scolaires pour voir si on peut lui accorder un crédit ou non. C'est comme ça qu'on va être inclusif financièrement. Et donc en fait, c'est ce que tout ça c'est ce que je vous ai dit là, vous mettent un doigt dans le grenage, mais ça servira pas à grand chose. Mais après, ils vont vous appâter, comme avec le virement instantané, ils vont vous proposer des solutions de paiement et de financement qu'on n'aura jamais vues. Comme je vous l'ai dit, on risque d'avoir un jour, vous voulez une maison, vous visitez la maison avec l'agent immobilier, vous avez votre petite application de bons citoyens européens, votre passeport numérique européen avec votre portefeuille d'euros numériques et de tokenisation de tous vos actifs.
et puis vous allez dire, oh, cette maison, elle me plaît, et donc, votre agent immobilier va vous envoyer le petit token de la maison, hein. Tout de suite, on va vous proposer une solution de crédit, hein. Et puis, si vous l'acceptez, vous aurez tout de suite votre token et votre maison sera à vous en moins de 2 minutes. Et les gens vont dire, mais ça c'est génial. Et donc ça, ces euros numériques, c'est la première phase avant ça, hein. Et après, justement, comme votre inclusion financière, justement, votre crédit pour la maison, il dépendra beaucoup si vous êtes un bon citoyen ou un mauvais citoyen. Et donc justement, ils vous écrivent, là, néanmoins, si on examine les 3 monnaies numériques existantes des banques centrales Bahamas, Nigérien et Jamaïque, on constate que le taux d'adoption a été limité, certainement pas soudain. Dans la plupart des cas, le gouvernement a même décidé de mettre en place des incitations financières pour accroître l'intérêt des citoyens pour la monnaie numérique. Et j'ai envie de dire, ça aussi, c'est un gros risque pour la BCE, parce que si les euros numériques ne sont pas adoptés, la BCE n'aura plus aucune crédibilité. Imaginez, personne n'adopte les euros numériques au point où ils sont obligés de même en distribuer ou de faire quelque chose pour que les gens l'adoptent. Et que le système coûte tellement cher que finalement, ça plombe la rentabilité des banques. Et derrière, si ça plombe la rentabilité des banques, ça plombe leur solvabilité et leur mise en œuvre pour pouvoir prêter des crédits. Donc on aurait des frais bancaires qui explosent, des banques qui seraient plus exposées à des risques de faillite, et des banques qui prêtent moins d'argent, et la BCE qui perdrait en crédibilité. Et si la BCE perd en crédibilité, que ferait l'euro? L'euro, sa valeur perdrait aussi en crédibilité. Donc en fait, si ça ne marche pas, ça risque d'être chaud pour nous. Et surtout que, comme vous avez vu, la BCE fait ça pour avoir plus de crédibilité, hein. Donc c'est ce qu'il nous dit, hein. Le système financier de l'Union diffère des 3 exemples réels. Il reste donc difficile d'estimer l'adoption de la monnaie. Et donc ça, c'est aussi important. Le niveau de la limite de détention ainsi que son contrôle sont toujours en discussion. Une erreur de calcul dans la fixation de la dite limite pourrait entraîner un choc pour le secteur bancaire européen. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, ce qui est quand même marrant, et c'est ce que je vous ai dit, hein. Alors vous allez dire, ouais, mais arrête de te la péter, Babar. Mais pour l'instant, j'ai eu raison sur 100% de tout ce que j'ai dit. Donc, faites-vous votre avis avec tous les fourvoyeurs de peur. Sur ce, moi les compotards, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Ciao.